Mesdames, Messieurs, ici Benoît Baudouin. Bienvenue à votre bulletin Sport 30. Le 1er janvier 2013, c'était censé être la classique hivernale, mais ça a été annulé. Pour la nouvelle année, toute l'équipe de RDS Info vous souhaite santé, prospérité et hockey. L'année a débuté sur une note optimiste. Ça discutait ferme à New York pour tenter de sauver la saison. Les discussions en face à face entre la Ligue et l'Association des joueurs ont finalement eu lieu ce soir à New York avec un délai de quelques heures par rapport à l'horaire prévu. La Ligue a préparé et déposé une contre-proposition à la contre-offre que les joueurs avaient faite lundi. Les parties devraient se reparler demain. Les derniers points en litige portent notamment sur le fonds de pension, le partage des revenus et l'argent déposé en fiducie. Durant la journée, les deux parties avaient d'abord tenu des rencontres informelles en petits groupes. Voici notre informateur hockey, Renaud Lavoie. Visiblement, les deux parties ont l'intention de trouver une solution à ce conflit de travail qui dure maintenant depuis trop longtemps. Reste qu'il y a encore beaucoup de travail à faire avant d'en arriver à une entente. Il y a encore plusieurs points en litige et c'est pourquoi les prochaines heures seront cruciales. Les dossiers à régler sont les suivants. D'abord, on croyait qu'il y avait une entente sur les fonds de pension, mais ce n'est pas le cas et d'autres discussions sont nécessaires à chapitre. La JLNH aimerait aussi qu'il y ait un pourcentage maximum des salaires des joueurs placés en fiducie pour la saison 2013-2014, que le plafond salarial soit de 65 millions et non de 60 millions en 2013-2014 et que les contrats rachetés avant la saison 2013-2014 comptent sur le plafond salarial et non sur les revenus reliés au hockey que touchent les joueurs. La bonne nouvelle, c'est qu'il semble évident que des points secondaires vont se régler rapidement, comme la durée du prochain contrat de travail qui devrait être de 10 ans, comme la Ligue l'exige. Autre point, celui du partage des revenus entre propriétaires qui semble enfin être réglé. Bref, il y a maintenant moins de 10 points en litige entre les deux parties et plus les discussions seront longues, plus les chances de voir du hockey le 19 janvier sont grandes. Notre analyste hockey, Jocelyn Lemieux, a été assez gentil pour se joindre à nous en ce temps de festivité pour commenter les derniers développements dans la Ligue nationale. Donc, Jocelyn, j'imagine que les négociations de ce premier de l'an sont extrêmement importantes. On sait bien que la date du 11 janvier s'en vient rapidement. C'est important et c'est aussi encourageant parce qu'on prend le temps d'analyser les contrats. Cette fois-ci, c'est Bettman qui donne beaucoup de crédit à l'Association des joueurs pour avoir fourni un contrat. Et Pierce se dit encourager aussi des propos de Bettman qui, par exception, les commentaires sont sans sarcasme en ce moment, donc c'est encourageant et il montre un certain niveau de respect qu'il n'y avait pas envers l'autre au début des négociations. C'est évident que si l'Association des joueurs a donné une offre à la Ligue, ils ont pris le temps de l'analyser, de bien comprendre et peut-être revenir avec une contre-offre encore une fois. On m'a dit que l'Association des joueurs aurait donné une contre-offre qui serait dans environ une douzaine de pages, contrairement à 288 pages de la Ligue. Donc, si c'est le cas, ça veut dire qu'on devient de plus en plus précis dans ce qu'on veut négocier. On parle de cartes, de fonds de pension et de rachat de contrats, entre autres. Donc, c'est vraiment encourageant. Et de mon avis, la Ligue va non seulement prendre le temps de bien comprendre l'offre de l'Association des joueurs, mais aussi revenir avec une contre-offre et dire, voici, on continue de négocier. Parce qu'on sait très bien que la fameuse décertification s'en venait, la date butoir pour ça s'en venait. Donc, si on montre de bonne foi qu'on veut continuer à négocier, le processus va simplement continuer. Donc, si on s'approche d'une entente et si on recommence à jouer, il va falloir faire quelque chose pour les partisans, là, aller les rechercher. Là. Il faut qu'on fasse quelque chose pour eux. Il y a beaucoup de partisans qui sont frustrés. Voilà. Il y a aussi des gens du média, dont moi-même, qui est frustré du fait qu'il n'y a pas de hockey. Mais on doit réaliser une chose, c'est qu'en 2005, après le lockout, il y a eu beaucoup de changements faits au niveau de la Ligue nationale de hockey. Quand on parle de tir de barrage, on parle aussi d'élimination de la ligne rouge pour accélérer le jeu, ouvrir le jeu, plus d'offensive, de restrictions des gardiens, on parle d'équipement évidemment, et l'option de contrôler et de jouer la rondelle autour de leur filet. On a aussi mis la classique hivernale, un sujet qui est devenu obligatoire à chaque année. C'est le Super Bowl. Exactement. Donc, on a mis l'événement sur place. C'est devenu énorme pour la Ligue nationale de hockey. On se souvient, on parle aussi du 24/7 de HBO. Donc,
Ils vont faire quoi en ce moment? En 2013, on se retrouve avec une possibilité de revenir, un autre retour au jeu, mais quel est le plan de la Ligue nationale pour aller rechercher le partisan, le support corporatif des compagnies aussi? Oui. On n'a pas entendu parler encore de ce qu'ils vont faire, mais dès que c'est réglé, on ne peut tout simplement pas dire « nous voici, on est de retour, revenez nous encourager ». Donc, il va y avoir besoin d'un grand plan de visibilité, de marketing pour tout remettre en place. Et tu penses que Gary Bettman est l'homme de la situation, justement, côté marketing? Marketing, la Ligue nationale de hockey n'est pas la première ligue aux États-Unis. Ils se retrouvent vraiment bon dernier à ce niveau-là. Donc, je pense qu'ils vont devoir travailler très fort pour se replacer dans le marché. Ça va être un dossier à suivre, évidemment. Merci beaucoup, Justin, d'avoir été avec nous. Merci. Le Canadien Len Valgus a causé une belle surprise au Tour de ski en remportant la médaille de bronze lors de l'épreuve de sprint. De son côté, Alex Harvey a été éliminé en demi-finale de cette troisième étape. Ce résultat lui permet tout de même de grimper d'un rang au classement général. Harvey est maintenant quatrième. Le défi mondial des moins de 17 ans se poursuivait à Drummondville et Victoriaville. Après avoir subi un premier revers lundi contre les États-Unis, le Québec poursuivait sa route contre la Slovaquie au centre Marcel Dionne. Avec 16 buts accordés en 2 matchs, les Slovaques ne font pas le poids dans ce tournoi. Ils sont d'ailleurs victimes de la robustesse puis de la finesse d'Alexis Pépin. C'est 1-0 Québec. Les favoris de la foule décochent 18 tirs au but en première période. Pépin est à l'origine d'un beau jeu de passe complété par Vincent Deslauriers. Mais par la suite, les Québécois semblent prendre leurs adversaires à la légère. Adrian Olesinski profite d'une mêlée, crée l'égalité 2-2 à mi-chemin en troisième période. Le Québec n'a plus le choix et doit éviter la catastrophe 26 secondes plus tard. Qui d'autre que Pépin pour s'emparer d'une rondelle libre et inscrire le but victorieux. Bien peu convaincant du Québec, 3-2. La troupe de Donald Odette complétera la phase préliminaire mercredi contre les puissances américaines. Fort de 4 victoires en autant de matchs lors de la ronde préliminaire, les joueurs d'équipe Canada Junior profitent de 2 jours de congé avant de disputer leur match de demi-finale jeudi. L'emploi du temps de nos représentants était assez simple pour le premier de l'an. On faisait absolument rien. Les joueurs bénéficient d'une journée complète de repos et retourneront à l'entraînement mercredi. Tout comme vous à la maison, ils auront à l'œil le match quart de finale entre les États-Unis et la République tchèque parce qu'ils auront rendez-vous avec le gagnant. Après 2 matchs en 2 soirs, dimanche et lundi, les Canadiens étaient bien contents de pouvoir profiter de 2 jours complets de repos. Définitivement que les joueurs vont se reposer demain. On va se remettre à l'entraînement dans 2 jours. Et puis, c'est surtout également aussi là, de s'en aller directement à la demi-finale, d'éviter toute blessure, quoi que ce soit, ou de contre-performance qui aurait été mal vue. C'est important d'avoir une victoire pour avoir 2 jours de congé. C'est important rendu, comme tu l'as dit, à ce stade-là du tournoi. On est quand même un peu fatigué, fait 4 parties, donc ça va faire du bien, puis on va travailler fort. Ça va faire du bien à tout le monde. On est investi à 100% là-dedans, puis c'est très drainant, ça prend beaucoup d'énergie, puis je pense que ça va faire du bien ces 2 jours-là pour se préparer pour la demi-finale. C'est ça, c'est important. Ils vont jouer dans 2 jours, donc on va être à l'auteur, très relaxé, puis stretcher nos jambes. Je pense que ça va vraiment nous aider pour la match de demi-finale. La Fédération internationale de hockey sur glace a suspendu 2 joueurs. Le Russe Valérie Nishushkin a été suspendu 1 match pour sa mise en échec à l'endroit de Tyler Waterspoon lundi. L'attaquant ne pourra donc pas disputer la ronde quart de finale mercredi contre la Suisse. De l'autre côté du tableau, les États-Unis seront aussi privés d'un de leurs joueurs. Kengo Sisbeer a été suspendu 1 match pour son coup de bâton sur Matus Matic. Mercredi, RDS vous présente les 2 matchs quart de finale du championnat mondial de hockey junior. Premier rendez-vous dès 4 heures du matin pour le duel entre les États-Unis et la République tchèque. Puis à 8 heures, la Russie affrontera la Suisse. Ça ne pas manquer. Pour ne rien rater de l'action du championnat mondial junior qui se déroulera en pleine nuit, RDS a mis sur pied le service RDS Se Réveille. Inscrivez votre numéro de téléphone au rdstereveille.ca et vous recevrez un appel pour vous réveiller. Commentateur des matchs d'équipe Canada Junior, Stéphane Leroux. Présentation de la 99e édition du Rose Bowl, le plus ancien des bowls américains, entre les Badgers de Wisconsin et les Cardinals de Stanford. Stanford surprend la défense adverse en début de match. Drew Terrell décoche une longue passe en direction de Jamal Rashad Patterson. Le receveur éloigné capte le ballon du bout des doigts. Bien fait.
Cardinal réussit un autre gros jeu moins de 5 minutes plus tard. Kevin Hogan lance une bombe de 43 verges à Zach Ertz. Stanford inscrit les touchés à ses 2 premières séquences à l'attaque, c'est 14-0. Mais l'Université du Wisconsin n'abandonne pas. Kurt Phillips trouve une brèche sur le côté gauche. Il est poussé en touche 38 verges plus loin. Charlie Badgers termine ensuite le travail avec une passe de 4 verges à Jordan Frederick pour toucher. L'écart est réduit à 3 points. Mais Phillips est à court de miracle. Sa passe est interceptée par Oswa Amanam avec 2 minutes à faire au 4e quart. Stanford l'emporte 20-14 et signe la première victoire de son histoire face aux Badgers. Wisconsin s'incline pour la 3e année de suite au Rose Bowl. Selon plusieurs sources, les Rays se sont entendus avec le gagnant du Cy Young dans l'américaine, David Price, sur les modalités d'un contrat d'1 an. Price coûterait un peu plus de 10 millions de dollars. Les deux parties évitent ainsi l'arbitrage. Price a dominé l'américaine avec une moyenne de 2,56 en 2012.